Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo pour parler d'astrophysique. Nous allons parler notamment des concepts mathématiques qui ont permis d'étudier les orbites, c'est-à-dire les mouvements des satellites autour de leur astre favori, et en l'occurrence, nous allons nous occuper de la Lune. Alors, c'est pas nouveau, hein, ces sujets de calcul orbitaux, ce sont des sujets qui ont été étudiés il y a déjà quelques siècles par un certain nombre de savants de renom, des astronomes en particulier, et aussi, bien sûr, des physiciens, des mécaniciens, des mathématiciens, bien sûr. Parmi ces gens célèbres, on va peut-être commencer par parler de Kepler. Donc Kepler, c'est un Allemand qui est né en 1571. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Cet astronome s'est basé sur des relevés assez précis d'un de ses pairs, qui s'appelait Tycho Brahe, et qui a mesuré notamment avec une grande précision la trajectoire de la planète Mars. À partir de ces relevés expérimentaux, Kepler a réussi à en déduire un certain nombre de lois qui gouvernent le mouvement des planètes. Quelques années après, on va trouver Isaac Newton. Donc Isaac Newton, c'est un Anglais qui, lui, a beaucoup travaillé sur les principes fondamentaux de la statique, de la dynamique. Donc c'est un physicien, mais qui est en même temps un mathématicien et qui est le père de la mécanique dite newtonienne, celle qui a donné naissance à un certain nombre de théories et de concepts encore utilisés aujourd'hui. Donc Isaac Newton, lui, il est né en 1642, donc après la mort de Kepler, donc ils se sont a priori pas croisés, l'un a bien sûr utilisé les travaux de l'autre, et c'est donc ce que l'on va regarder aujourd'hui dans notre présentation. Alors pour pouvoir travailler ces différents sujets, il va falloir faire appel à un certain nombre de connaissances mathématiques. La première connaissance va être celle qui nous rappelle ce que sont les coniques. Et on va regarder en particulier une conique bien connue qui s'appelle une ellipse. Alors pourquoi on va parler des ellipses? Parce que bien sûr, on sait que la Lune tourne autour de la Terre, tout le monde sait que le mouvement est à peu près circulaire, mais si on regarde bien un peu dans le détail, Kepler s'en était aperçu bien avant nous, le mouvement il est plutôt elliptique. Donc on va regarder ce que c'est qu'une ellipse au sens mathématique et on va voir comment il est possible de démontrer que toutes les planètes tournent autour de leur astre favori selon une trajectoire qui n'est pas complètement circulaire mais qui est plutôt elliptique. Donc ça va supposer que l'on sache ce que c'est qu'une ellipse au sens mathématique du terme. Premier rappel. Deuxième rappel qu'il va falloir faire, parce qu'on va tomber dessus au cours de nos démonstrations, c'est la résolution d'équations différentielles, en particulier les équations différentielles du second ordre et coefficient constant et avec second membre. À partir de là, on aura ce qu'il faut pour peu qu'on maîtrise un petit peu le calcul différentiel et intégral. On aura ce qu'il faut en termes d'outils mathématiques pour pouvoir travailler les différents concepts qui auront été proposés notamment par Newton. Alors justement, à propos de Newton, on va utiliser deux de ces lois. La première, ça va être le principe fondamental de la dynamique. On va dire qu'on n'utilise que ça. Et puis on va utiliser aussi sa loi sur la gravitation universelle, cette loi qui permet d'expliquer quelle est la force qui est exercée par une planète sur l'autre à partir du moment où elles sont pas trop loin l'une de l'autre. Voilà. Donc uniquement avec ça, donc la loi sur la gravitation universelle, le principe fondamental de la dynamique, des connaissances sur les ellipses et la résolution d'équations différentielles de second ordre. Avec ça, normalement, on peut tout faire, et en particulier redémontrer les trois lois de Kepler, et ça va être l'objet de cette présentation. Alors tout d'abord, un rappel sur les ellipses. Alors comment est-ce que l'on fait pour construire une ellipse? Eh bien, c'est assez simple, hein, on a besoin d'une ficelle et de deux clous. Les deux clous, on va les planter un peu où on veut, et ces deux clous, on va les appeler F et F', ce sont les deux foyers de l'ellipse. Et avec notre ficelle, en s'efforçant de la garder tendue, cette ficelle qui est donc de longueur constante, que l'on va dire égale à 2A, on va être capable de construire un lieu d'un certain nombre de points. Et tous ces points-là vont se trouver donc sur une forme géométrique particulière qui s'appelle une ellipse.
Donc à partir du moment où on a défini mf plus mf' égale 2a, on va poser un certain nombre de conventions d'écriture, on va trouver un certain nombre d'autres paramètres qui vont permettre de décrire notre ellipse avec des équations mathématiques simples. Alors, on va dire que la distance entre les deux foyers, on va l'appeler 2c, donc f' égale 2c. Ensuite, on va définir un paramètre d'excentricité qui s'appelle E, et qui est le rapport entre C et A. Donc c'est la distance finalement entre les foyers et A, le grand axe de l'ellipse. Et on va définir un paramètre P qui vaut A facteur de 1 moins E2. Alors une fois qu'on a fait ça, si on considère notre triangle MF et F', en utilisant à l'intérieur de ce triangle le théorème d'Al-Kashi, qui est le théorème de Pythagore généralisé, on va pouvoir trouver une relation entre MF', MF, FF' et le cosinus de l'angle que l'on a entre FF' et MF. À partir de là, comme on va s'apercevoir que l'angle qui va nous intéresser au final, c'est pas celui-là, mais c'est celui qui est juste à côté, qui s'appelle alpha sur mon dessin, on va s'apercevoir que le cosinus de pi moins alpha, qui est notre angle qui sort de notre théorème d'Al-Kashi, c'est moins cosinus alpha. Du coup, on va pouvoir simplifier cette ligne d'écriture, et en remplaçant nos points par les notations C, A et P, on va arriver petit à petit à une simplification sur ces équations qui va se traduire par l'expression de R, le rayon, directement en fonction de A, donc le demi-grand axe de l'ellipse, E, le paramètre d'excentricité, et bien sûr alpha, qui est l'angle qu'on va utiliser comme référentiel en coordonnées polaires pour être capable de définir notre point M en fonction justement de la valeur de cet angle. Voilà ce qu'il faut savoir sur les ellipses. Deuxième rappel mathématique qui va être absolument nécessaire pour aller plus loin dans la compréhension de nos équations et dans leur résolution, ça va être notamment la résolution d'équations différentielles du second ordre à coefficient constant et avec second membre. Alors vous avez ici sur cette page le mode de résolution de ce type d'équation. Donc comme vous le savez probablement, pour résoudre ce type d'équation, il faut commencer par résoudre l'équation homogène associée, c'est-à-dire celle pour laquelle on ne compte pas le second membre. Pour résoudre cette équation homogène associée, il va falloir passer par une équation caractéristique, qui va être une équation du second degré, pour laquelle, en fonction du nombre et du type de racines que l'on va trouver, on va avoir des expressions adaptées de la solution de l'équation différentielle homogène. Alors ensuite, il va falloir aller chercher une solution particulière de l'équation complète, donc celle avec second membre, et on fera la somme de ces deux solutions, donc la solution de l'équation générale sans second membre, et ensuite la solution particulière de l'équation avec second membre, et c'est la somme des deux qui va nous donner l'ensemble des solutions des fonctions qui vont répondre à l'équation de départ. Voilà, donc ça on va en avoir besoin à un moment donné, puisqu'on va tomber sur une équation différentielle qui va découler d'un certain nombre de lois physiques que l'on va travailler. Donc on va en reparler un petit peu après. Voilà. Alors on vient de voir du coup les deux outils mathématiques qui vont être absolument indispensables pour être capable d'aller un petit peu plus loin dans la manipulation des équations de la physique. Et justement, les équations de la physique, ça va être les deux suivantes. Donc on va aller emprunter à Newton deux de ses théories particulièrement importantes. La première, qui s'appelle le principe fondamental de la dynamique, qui dit que lorsqu'on est dans un référentiel galiléen et que l'on considère un système matériel, eh bien, la somme vectorielle de toutes les forces qui s'exercent extérieurement sur ce système matériel, eh bien, ça vaut exactement la masse multipliée par l'accélération du centre de gravité de ce système matériel. Donc ça c'est très important, c'est le principe fondamental de la dynamique, et on l'utilise un petit peu tout le temps, et là en particulier en mécanique céleste, ça va marcher plutôt bien. Alors ça ne va pas nous permettre de tout résoudre, puisqu'il va falloir quand même à un moment donné se poser la question de quelles sont les forces qui vont s'appliquer à notre système matériel. Et si notre système matériel, en l'occurrence, c'est la Lune, eh bien, il n'y a pas 50 000 forces qui s'appliquent dessus, il n'y en a qu'une, c'est la force de gravitation universelle. Et cette force-là, c'est aussi Newton qui en est à l'origine, en tout cas de son expression, bien sûr.
Et ce que nous dit Newton, Newton nous dit lorsque on a deux corps célestes de masse Ma et Mv qui ne sont pas trop loin l'un de l'autre, eh bien, ils exercent l'un sur l'autre une force qui est la même en module et qui est opposée en vecteur, et qui vaut, si on essaye de caractériser le module ou la norme, bien c'est tout simplement le produit des masses multiplié par une constante qui s'appelle G, qui est la constante de gravitation universelle, et que l'on divise par le carré de la distance entre ces deux masses. Donc cette loi-là, qui est la loi de gravitation universelle, elle est universelle, elle s'applique tout le temps, à partir du moment où on considère un système à deux corps. Et c'est ce que l'on va faire dans la suite de notre étude. Nos deux corps, ça va être tout simplement un corps très massif, très lourd, qui va être la Terre, et un corps un petit peu plus petit qui va tourner autour, qui s'appelle la Lune. Et donc on va appliquer ces deux formules, donc le principe fondamental de la dynamique et la loi sur la gravitation universelle, à ce système matériel donc constitué de nos deux astres, la Terre et son satellite naturel. Alors, pour pouvoir aller plus loin dans les calculs, il va falloir à un moment donné qu'on puisse repérer le mouvement de notre Lune par rapport à la Terre. Alors pour ça, eh bien, on va mettre la Terre et la Lune dans un repère. Ce repère orthonormé va s'appeler OUJ, classiquement, comme on fait en mathématiques. Et on va imaginer que l'origine du repère, c'est la Terre, et que la Lune va se mouvoir dans ce repère, de telle sorte que sa position puisse être repérée à la fois par une distance à l'origine du repère, c'est R, le fameux rayon, et un angle que l'on va construire comme étant l'angle entre l'axe des abscisses et justement la droite qui va joindre les deux centres de nos deux astres. À partir de là, on est capable de décrire la position du point M dans notre repère. Alors, on va s'apercevoir que très vite, ça va devenir assez compliqué parce qu'il va falloir se lancer dans la trigonométrie. Mais il y a des moyens de simplifier les équations en construisant un deuxième repère qui s'appelle ici N et T. N et T étant donc deux vecteurs qui sont orthogonaux de norme 1. Pas tout à fait choisi au hasard, donc n comme normal, c'est un vecteur unitaire qui est exactement construit sur la droite au m étant la Lune, et vecteur t étant un vecteur tangentiel, donc tn, ça construit bien une base orthonormée, et quand on va de t vers n, par une rotation, on tombe bien dans le sens trigonométrique direct. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut exprimer n et t en fonction de i et j, puisque entre les deux, le seul paramètre qui intervient, c'est θ, l'angle. Et donc, c'est ce qu'on a fait juste en dessous de ce petit schéma. Donc, les coordonnées de n dans la base OIJ, c'est moins cos θ et moins sinus θ, et pour t, c'est moins sinus θ et plus cosinus θ. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il serait intéressant d'aller un petit peu plus loin dans l'étude de la cinématique du point M, c'est-à-dire, sans se poser la question de qu'est-ce qui fait bouger le point M, au moins être capable de définir la vitesse du point M et son accélération. Ça va supposer à un moment donné qu'on soit capable de dériver des vecteurs tournants. Et donc, c'est ce qu'on va faire juste après. Alors tout d'abord, il va falloir préciser un petit peu les notations. En mathématiques, une dérivée d'une fonction f, c'est f'. On met des primes. En physique, on peut mettre des primes, mais parfois, on utilise la notation différentielle, d sur dt, c'est-à-dire qu'on exprime la dérivée par rapport à une variable. En l'occurrence, ici, ça va être le temps, puisque ce qui va nous intéresser, c'est un mouvement au cours du temps de notre Lune autour de la Terre. Donc, en termes de notation, d sur dt de quelque chose, ça veut dire la dérivée de ce quelque chose par rapport au temps. Alors, on pourra aussi de temps en temps avoir un prime, comme en maths, ou un point à la place du prime, et donc ces trois notations sont absolument équivalentes. Parfois, on va utiliser plutôt l'une ou plutôt l'autre, en fonction du degré de précision ou de rigueur qu'on voudra avoir dans l'écriture, ou aussi parfois parce qu'on aura besoin d'alléger les écritures qui peuvent être à un moment donné parfois un peu lourdes. Alors donc, on va pouvoir passer
de manière à totalement différencier de l'une à l'autre de ces écritures. Alors, du coup, il faut être capable de dériver des vecteurs tournants. Donc là, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué, en tout cas pour des élèves de première ou de terminale. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait appel au chapitre des dérivés, où on dérive des fonctions de fonctions. Donc on sait par exemple en maths, quand on veut dériver f de g de x, on sait que ça fait f' de g de x fois g' de x. Et bien là, on va faire exactement la même chose, sauf que les objets mathématiques vont être un petit peu différents. Nos fonctions, ça va être des vecteurs, et à partir du moment où c'est des vecteurs qui tournent en fonction d'un angle qui, lui, a pour variable le temps, parce que c'est un angle en fonction du temps, eh bien, on va bien avoir de la composition de fonctions, et on va appliquer exactement le même principe. Donc là, par exemple, si on regarde la dérivée du vecteur n et le vecteur normal, donc dans la base de la Lune, par rapport au temps, eh bien, on va dériver par rapport au temps quoi? Eh bien, l'expression de n que l'on avait dans ses coordonnées cartésiennes, qui étaient moins cosinus θ sur i et moins sinus θ sur j. Donc quand on dérive ça par rapport au temps, bien sûr, la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc c'est pour ça qu'on va avoir un plus. Mais comme c'est sinus θ et que c'est θ de t, il ne va pas falloir oublier de multiplier par la dérivée de θ. Et c'est pour ça ici qu'on a un θ point qui se met dans l'écriture, c'est-à-dire c'est la dérivée de θ, c'est θ prime en quelque sorte. Bon alors on fait comme ça pour tous les vecteurs à partir du moment où ils tournent. Donc on va trouver que la dérivée du vecteur n par rapport au temps, eh bien, après simplification des écritures, c'est égal exactement à moins θ point fois t, t étant l'autre vecteur de la base que l'on a mis en place sur la Lune. De la même façon, pour dériver le vecteur t tangentiel par rapport au temps, on va reprendre son expression en coordonnées cartésiennes dans la base initiale, et on n'oublie pas de faire de la composition de fonctions. Donc quand on va dériver le sinus sur i, ça va bien faire bien sûr le cosinus, mais on n'oublie pas que comme c'est sinus θ et que c'est θ de t, il va falloir multiplier par θ', c'est-à-dire le θ point que l'on va avoir ici, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on va avoir au final la dérivée du vecteur t par rapport au temps, ça va être moins θ point sur n. Donc ça c'est intéressant parce qu'on se rend compte en fait que quand on veut dériver un vecteur tournant, finalement on va retrouver comme résultat le vecteur que l'on obtiendrait par une rotation d'un quart de tour dans le sens direct, et en multipliant à chaque fois par la dérivée de l'angle. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça marche à tous les coups et ça se calcule bien une fois, et puis après on peut l'utiliser sans refaire à chaque fois le calcul. Alors, maintenant qu'on sait dériver le vecteur n et qu'on sait dériver le vecteur t par rapport au temps, eh bien, on va pouvoir faire la cinématique du point M et être capable, à partir du vecteur position, qui est le vecteur OM, calculer sa vitesse, donc la vitesse du point M, la vitesse vectorielle, et on sait que le vecteur vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur position. Donc, eh bien, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. On va dériver OM vecteur par rapport au temps, et comme OM, on l'a défini comme étant moins R de θ fois N, c'est logique, eh bien il suffit de dériver ça. Alors bien sûr, petite précision ici, on va supposer que R n'est pas constant, parce qu'en fait on n'en sait rien du tout, et N il n'est pas non plus. Donc du coup, pour dériver un produit de fonction, ça on sait faire. UV, le tout prime, c'est prime V plus UV prime, donc c'est ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça que le vecteur M, qui apparaît comme la dérivée du vecteur position par rapport au temps, eh bien, il va avoir une composante sur le vecteur n et une composante sur le vecteur t. Et donc ainsi, on va avoir v de m qui est égal à moins r point sur n plus r θ point sur t. Voilà. Donc là, on a le vecteur vitesse. Bon, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le vecteur accélération. Et selon le même principe, il va falloir dériver, cette fois-ci, c'est le vecteur vitesse que l'on dérive par rapport au temps. Et donc ça fait un calcul un petit peu plus long, mais qui n'est pas plus compliqué. Il faut juste être méfiant, puisqu'on va encore avoir de la composition de fonctions. Et au final, on va avoir un vecteur accélération qui vaut sur n moins r point point, c'est-à-dire que la dérivée seconde de r, plus r θ point carré. Donc tout ça, c'est sur n. Et puis sur la base, sur le vecteur tangentiel de la base,
eh bien on va avoir 2r point θ point plus r θ point point. Bon, voilà, ce sont des équations qui sont extrêmement classiques, hein, puisque en fait c'est juste de la dérivée de fonctions, dérivée première et dérivée seconde au final, du vecteur position. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est que des cinématiques. Il va falloir maintenant qu'on y accroche des lois de la physique pour voir un peu ce que ça donne. Et alors là, pour le coup, on va utiliser la relation fondamentale de la dynamique, donc la loi de Newton, hein, qui dit que la somme des forces qui sont donc appliquées sur la Lune est égale à la masse fois l'accélération, qui est celle qu'on vient juste de calculer. Et puis, on va également dire que les forces en question, il n'y en a qu'une, hein, c'est la force de gravitation universelle, qui vaut donc en norme G, la constante de gravitation universelle, multipliée par le produit des masses, c'est-à-dire la masse de la Terre fois la masse de la Lune, et divisée par le carré de la distance entre les deux, c'est-à-dire le petit r de notre schéma. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va s'apercevoir que la force de gravitation, elle est selon le vecteur n, alors que l'accélération, elle est sur le vecteur n et sur le vecteur t. Donc ça, mathématiquement, ça veut dire deux choses. Par projection sur n et sur t, ça va nous donner deux équations. On va prendre l'équation numéro 1 qui est le projeté sur n, hein, sur le vecteur normal. Et donc on va trouver que g grand m petit n sur r2. Ça fait m facteur de moins r point point plus r θ point carré. Donc ça, c'est une première équation. Et puis la deuxième équation, qui est la projection sur t, celle-là, elle est particulièrement intéressante parce que, étant donné que la force, elle était centripète, on va se retrouver à devoir dire que la composante sur t est nulle. Et donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que du coup, la composante de l'accélération, composante tangentielle de l'accélération est nulle. Et ça nous donne la deuxième équation, qui est donc 2r point θ point plus r θ point point égale 0. Bon, alors ces deux équations-là, ça constitue un système différentiel en r et en θ. Et il va falloir essayer de résoudre, parce que ce qu'on cherche, nous, au final, c'est r en fonction de θ. Alors, pour continuer dans nos calculs, on va commencer par ce qui est le plus simple. C'est l'équation numéro 2. Donc cette équation numéro 2, 2r point θ point plus r θ point point égale 0. Alors, cette équation-là, on peut l'arranger un petit peu autrement en mettant de chaque côté du signe égal un petit bout de l'équation. Donc à gauche, on va mettre 2r point θ point et à droite, on met le r θ point point avec un signe moins. Et là, ça c'est intéressant parce que, même si la notation ne nous aide pas, on comprend qu'on a dans cette équation deux fonctions, r et θ, et pas tout à fait arrangé n'importe comment, puisqu'on va trouver r et sa dérivée r point, et on va trouver θ point, dont la dérivée est θ point point. Donc ça c'est intéressant parce qu'en maths, quand on a du u' sur u, tout de suite, on pense à un truc, on se dit qu'on n'est pas loin des logarithmes. Et bien donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, à l'étape suivante, on va écrire que 2 fois r point divisé par r, c'est égal à moins θ point point sur θ point. Du coup, cette équation-là, on peut l'intégrer. C'est-à-dire que si on prend des primitives des deux côtés, on peut. C'est des fonctions qui sont égales, donc les primitives elles vont être égales à une constante près. C'est ce qu'on a fait là. Donc du coup, quand il va falloir intégrer r point sur r et θ point point sur θ point, on va avoir d'un côté 2 fois le logarithme népérien de r, et à droite, on va avoir le logarithme népérien de θ point. Si on met tout à gauche, on va se retrouver avec un plus, et notre constante, on va l'appeler k. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a 2 log de r plus log de θ point égale k. Il va falloir s'arranger pour regrouper les logarithmes. Alors comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser les propriétés de logarithme népérien. Donc 2 ln de r, on sait que c'est ln de r au carré. Ça c'est facile. Et du coup après on va voir le ln de r au carré plus ln de θ point. Et là on a une somme de logarithmes et on sait qu'une somme de logarithmes, c'est le logarithme du produit. Du coup ça c'est très très bien. Parce qu'une fois qu'on a le logarithme du produit, c'est-à-dire qu'on va pouvoir multiplier notre R2 et notre θ point,
on va pouvoir passer à l'exponentielle. Donc quand on passe à l'exponentielle de logarithme, hein, on sait que quand on prend une fonction et qu'on lui applique sa fonction réciproque, on se retrouve sur la fonction identité. Donc ça c'est bien parce que du coup ça nous permet d'en déduire que le R de θ point, ça vaut exponentielle de k, k étant notre constante. Exponentielle de k, on va l'appeler c. Et c, c'est une constante qu'on va retrouver un petit peu partout après, qu'on va appeler la constante des airs. Alors, c'est intéressant, donc c, ça vaut R de oméga, oméga étant ce qu'on appelle la vitesse angulaire, hein, c'est-à-dire θ point, hein, oméga et θ point, c'est la même chose. Et si on appelle t la période de révolution, on sait que t c'est 2π sur oméga, ce qui nous fait cette petite formule assez sympathique, hein, où c est égal à R2 oméga, mais aussi où c est égal à R2 fois 2π sur t. Alors, ce qui est assez incroyable quand même, c'est que pour un mouvement qui est absolument a priori quelconque, hein, avec un R qui varie et une vitesse angulaire qui varie, eh bien, le produit du carré du rayon par la vitesse angulaire, c'est constant, quoi qu'il arrive. Donc ça s'appelle la constante des airs. Donc Kepler l'avait remarqué, et il est allé un petit peu plus loin dans le calcul, et c'est ce qu'on va faire après. Alors évidemment, cette propriété, elle est intéressante parce que si par exemple on décide que le rayon était constant, alors ça voudrait dire que oméga, la vitesse angulaire, elle le serait aussi. Et dans ce cas-là, on aurait un mouvement circulaire uniforme. Donc on serait sur un cercle à vitesse constante. C'est quelque chose d'intéressant à remarquer. Bon là, on ne sait pas, finalement, on est dans le cas général, donc on va juste garder cette propriété. Donc avec C égale R2 θ point. Alors ça c'est intéressant parce que si on fait un petit produit en croix, on va avoir que C dt est égal à R2 dθ. Et ça on va l'utiliser après. Alors maintenant, si on regarde un petit peu ce qui se passe, on a ce petit schéma là, où on se dit notre vecteur OM, si on le fait bouger un petit peu, alors un petit peu d'un petit angle dθ, et d'un petit surplus de rayon qui va s'appeler dr, eh bien on va générer un petit bout de surface, ici colorié en vert, qui va s'appeler dA. Et ça serait intéressant de regarder combien ça vaut dA. Alors, je rappelle que quand on est sur des arcs de cercle, si je prends la longueur de l'arc et que j'y divise par le rayon, ça me fait exactement l'angle en radian. On le sait, hein, dl sur r égale dθ. C'est ce qui va se passer là. Donc du coup, quand R va devenir R plus dr, que θ va devenir θ plus dθ, alors on va avoir un petit bout d'air dA qui va valoir exactement dl fois dr, dl étant le dl petit morceau d'arc, hein, fois dr qui est le petit bout de rayon que je rajoute. Hein. C'est une surface, hein, grosso modo je dis que c'est un rectangle. Hein. Et dl, je sais que dl c'est r dθ. Donc au final, mon petit surplus d'air, qui s'appelle dA, il vaut RdR dθ. Alors du coup, c'est intéressant parce que si je veux calculer mon air tout entière, là je l'ai fait sur des petits éléments différentiels, hein, donc c'est des petits mouvements infinitésimaux, si je veux calculer cette aire complète, eh bien il va falloir que je fasse une intégrale, une intégration double, parce qu'il va falloir que je la fasse à la fois sur R, et sur θ, donc à la fois sur l'angle et sur le rayon. Donc du coup, c'est ce qui est marqué ici, hein, donc on a une intégrale double de R dr dθ. Alors on va commencer par s'occuper du rayon, donc je sais que si j'intègre R, donc une primitive de R, c'est R au carré divisé par 2, et cette primitive-là, du coup, il va falloir que j'intègre ça par rapport à θ, et entre deux angles qui sont θ1 et θ2. Alors, du coup, si je veux repasser derrière sur la variable temps, ça va me donner quoi? Le 1,5, je peux le sortir déjà de mon intégrale. Et donc, je vais avoir mon R qui va être égal à 1,5 de la somme entre T1 et T2 de C dt. C étant la constante des airs qu'on a vue juste avant. Donc, ça c'est assez facile. Du coup, la constante, je peux la sortir. Je la mets devant aussi. Donc, ça va faire 1,5 de C. Et si je dois intégrer entre T1 et T2, 1 dt, et une primitive de 1, c'est t, et t entre t1 et t2, ça fait t2 moins t1. Donc ça veut dire que mon R, au final, elle vaut 1,5 de c fois le delta t, t2 moins t1, les deux instants entre lesquels je considère la génération de mon R.
Alors ça, c'est très intéressant parce que donc Kepler l'a trouvé, hein, c'est ce qu'il appelle la deuxième loi. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de Kepler. La deuxième loi de Kepler, elle dit que le vecteur position OM va balayer des aires égales en des temps égaux. Donc là, on ne sait même pas hein, quelle est la forme de la trajectoire de la Lune hein, autour de la Terre, mais on sait que si on prend des intervalles de temps qui sont égaux, quel que soit le moment où je le fais et l'endroit où se trouve la Lune par rapport à la Terre, eh bien je sais que pendant ces intervalles qui sont égaux, notre vecteur position il va balayer des surfaces égales. Donc ça c'est une propriété fondamentale qui a été démontrée par Kepler et qui est valable pour n'importe quel astre qui tourne autour de son étoile. Donc ça c'est quelque chose de fondamental, donc, évidemment ça va marcher pour la Lune. Ça s'appelle la deuxième loi de Kepler et ça a été quelque chose de révolutionnaire hein, quand ça a été démontré il y a déjà quelques siècles. Alors maintenant, si on prend notre équation de tout à l'heure, qui était donc R2θ point égale C. Si je mets au carré des deux côtés, je vais avoir R4 θ point carré égale C2. C'est-à-dire que θ point carré égale C2 sur R4. Bon, on va voir ce qu'on va faire de ça après. Ensuite, si je reprends mon équation numéro 1, celle dans laquelle j'ai utilisé la force de gravitation universelle, hein, je vais pouvoir du coup écrire que G grand M petit m sur R2, c'est égal à m fois moins Rθ point plus Rθ point carré. Et bien ça revient à dire que d2R sur dt2, c'est-à-dire la dérivée seconde de R par rapport au temps, hein, moins R dθ sur dt, le tout au carré, c'est égal à moins G grand M sur R2. C'est-à-dire que si je simplifie, je vais obtenir d2R sur dt2 moins C2 sur R3 égale moins G grand M sur R2. Ben ça, c'est une belle équation différentielle du second ordre qu'il va falloir résoudre. Alors, si on la regarde d'un peu plus près, cette équation différentielle, elle n'est pas sympa du tout, parce que on doit chercher la R en fonction de t, évidemment, mais on se rend compte qu'on a des 1 sur R3, des 1 sur R2, on a beaucoup de R au dénominateur quand même, et on sent que ça ne peut pas être pratique du tout à résoudre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier la chose en passant par une autre variable. Donc on va faire un changement de variable en proposant U égale 1 sur R. Alors si U égale 1 sur R, il va falloir aussi utiliser les notations différentielles pour être capable de dériver U. Alors avec U égale 1 sur R, eh qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ça veut dire que du sur dt, 1 sur R on sait faire, hein, c'est moins 1 sur R2, fois dr sur dt. Et ensuite, il va falloir quand même écrire que du sur dt, c'est pareil que du sur dθ fois dθ sur dt. Alors quand on va remplacer tout ça dans nos équations, on va arriver à l'écriture qui est marquée juste ici, c'est-à-dire que moins 1 sur R2 dr sur dt, c'est égal à du sur dθ sur dt, c'est égal à du sur dθ fois c sur R2, ce qui donne que dr sur dt est égal à moins c du sur dt. Bon alors ça c'est intéressant. Ensuite, du coup, il va falloir aussi qu'on calcule le d2r sur dt2. Et donc là, si on remplace par tout ce qu'on vient de voir juste avant, on va arriver à la conclusion que d2r sur dt2, ça fait moins c d2u sur dθ2 fois dθ sur dt. Et donc du coup, si on arrange un petit peu tout ça, on va arriver au bout du bout, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais à une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec second membre, qui est un petit peu plus sympathique que celle en R. Cette fois-ci, elle est que avec des U. Et on va trouver d2u sur dθ2, donc la dérivée seconde de U par rapport à θ, plus U est égal à G grand M sur C2, c'est-à-dire une constante. Alors là, du coup, ça, on sait faire en maths, hein, puisque c'est une équation différentielle linéaire d'ordre 2 avec un second membre. Le second membre, il est constant. Et on a vu dans les préambules qu'on savait parfaitement résoudre cela. Donc, comment est-ce que l'on fait? On va chercher l'équation caractéristique associée à l'équation homogène. Donc, l'équation homogène, je rappelle, hein, c'est celle pour laquelle le second membre, pour l'instant, on ne le prend pas en compte, hein, on dit que c'est 0. Et donc, cette équation homogène, elle est extrêmement simple, puisque c'est une équation du second ordre où on n'a pas de dérivée première. C'est-à-dire qu'on a la dérivée seconde et la fonction u, mais on n'a pas u', si vous voulez. Donc du coup, ça fait une équation caractéristique assez simple. Donc R2 plus 1 égale 0. Ça va nous faire un delta, le discriminant qui vaut moins 4, qui est négatif.
Et dans ce cas-là, eh bien, on a deux solutions à notre équation caractéristique qui sont des solutions complexes conjuguées, pour lesquelles on va avoir besoin d'aller chercher la partie réelle et la partie imaginaire pour construire la solution générale de l'équation homogène associée. Donc cette équation générale va nous donner une solution qui va être u de θ égale, et là on a du coup k1 fois exponentielle de 0 fois θ, sinus de 1 fois θ, plus k2 fois exponentielle de 0 fois θ, cosinus de 1 fois θ. K1 et K2, ce sont deux constantes qui appartiennent à R. Et donc si on simplifie un petit peu tout ça, on va avoir u de θ qui va être grosso modo K1 sinus θ plus K2 cosinus θ, plus une solution particulière, puisqu'il faut quand même qu'on prenne en considération notre second membre. Alors comme c'est une constante, c'est facile, la solution particulière qui va marcher très bien, c'est exactement ce second membre, c'est-à-dire G grand M sur C2. Ce qui fait qu'on va pouvoir trouver la solution complète de l'équation différentielle avec second membre, et on va trouver donc ceci. U de θ égale K1 sinus θ plus K2 cosinus θ plus G grand M sur C2. Alors maintenant, il va falloir un petit peu réfléchir. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplifier cette équation-là en essayant de trouver des valeurs intéressantes pour K1 et K2, qui sont nos deux constantes. Alors on le sait, quand on a une équation différentielle et qu'on voit apparaître des constantes comme ça, en général, ce sont les conditions limites qui font qu'on trouve K1 et K2. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va se poser la question de est-ce qu'il y a une possibilité, par exemple, d'annuler K1 ? En fait, oui, il y a une possibilité d'annuler K1. Si je calcule la dérivée de U, je vais pouvoir faire en sorte qu'elle s'annule à certains moments, c'est-à-dire quand tangente θ égale 0, tangente θ égale 0, c'est-à-dire θ égale 0, c'est-à-dire à l'angle nul, je vais avoir un extrémum pour la fonction U, donc ça c'est intéressant, et K1 vaudra 0. Alors du coup ça va nous donner U θ qui vaut K2 cos θ, on a perdu le premier membre avec K1, ça c'est très bien, plus G grand M sur C2. Alors, maintenant la question c'était de savoir cet extrémum c'est un minimum ou c'est un maximum. En fait, pour ça il faut aller chercher la dérivée seconde, et quand on va chercher la dérivée seconde de U, on va s'apercevoir qu'elle est négative, donc ça veut dire qu'on a une fonction qui est concave, et une fonction concave nous donne du coup comme extrémum un maximum pour U. Donc si j'ai un maximum pour U, en θ égale 0, ça veut dire que j'avais un minimum pour R. C'est-à-dire que si je décide de placer le point O, qui est donc le centre de la Terre, dans un repère tel que le R de θ égale 0 soit minimal, alors le R de θ qui vaut 1 sur U devient l'équation qu'on a juste après, qui est R de θ égale 1 sur G grand M sur C2 plus K2 cos θ. Donc ça c'est assez intéressant parce que si j'arrange un petit peu mon équation, je vais avoir R de θ qui va valoir C2 sur G grand M, c'est le numérateur, divisé par, au dénominateur, donc 1 plus K2C2 divisé par G grand M cos θ. Et ça, on aime beaucoup parce que c'est exactement la forme d'une équation d'ellipse, celle qu'on avait vue dans le préambule avec l'outil numéro 1 qu'on avait regardé quand on avait parlé des ellipses. Une ellipse, c'est R de θ égale P, un paramètre, divisé par 1 plus E cos θ, E étant l'excentricité. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on vient de démontrer que dans le cas précis où j'ai deux corps qui s'attirent par une force qui est la force de gravitation universelle en 1 sur R2, et que tout ça, dans un référentiel supposé Galilée 1, respecte le principe fondamental de la dynamique, il n'y a pas d'autre façon de faire que d'avoir un mouvement de M autour de la Terre, un mouvement de trajectoire elliptique. Il n'y a pas d'autre façon de faire, c'est automatique et c'est comme ça. Alors, on aurait pu le démontrer autrement, il y a d'autres façons de faire en physique, on peut aussi utiliser la conservation du moment cinétique, je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails, mais ça revient exactement à la même chose. On arrive à un moment donné à démontrer que on a une trajectoire elliptique et en plus dans un plan. Voilà, bien sûr, une ellipse c'est dans un plan. Ce n'était pas évident au départ qu'on aurait un mouvement plan. Bon, là, effectivement, c'est le cas.
Voilà, donc du coup on tombe bien sur une ellipse. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la Terre se trouve à l'un de ses foyers et que forcément il y a un endroit où le rayon il est le plus petit et c'est ce qui s'appelle le périgée, c'est quand θ égale 0. Et il y a un endroit où la distance entre la Terre et la Lune est la plus grande, c'est ce qu'on appelle l'apogée. Et on remarquera que la somme entre le plus petit rayon et le plus grand rayon, ça fait exactement 2A, c'est-à-dire le grand axe de l'ellipse. Voilà, donc là on a démontré la première loi de Kepler. Donc pour l'instant on a démontré 2 lois de Kepler et on va voir si on peut faire d'autres choses avec tout ça. Alors revenons maintenant aux caractéristiques de l'ellipse. Donc on a vu qu'effectivement la Lune tourne autour de la Terre selon une orbite elliptique. On va pouvoir, regardant d'un peu plus près les propriétés de l'ellipse, en déduire un certain nombre de propriétés sur la façon dont la Lune tourne autour de la Terre sur cette trajectoire elliptique. Alors tout d'abord, on sait que mf plus mf' égale 2a, ça c'est classique dans n'importe quelle ellipse. Et en remarquant que lorsque le point M est en un point particulier qui est B, c'est-à-dire le deuxième axe de l'ellipse, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore pour trouver la valeur de C, qui s'appelle ici C1 sur le diagramme, qui est la moitié de la distance entre les deux foyers. Et donc en écrivant que b carré égale a carré moins c1 au carré, je l'ai appelé c1 pour ne pas le confondre avec la constante des airs qu'on a vu précédemment. Et en posant E égale c1 sur a, qui est l'excentricité, on va remarquer un certain nombre de propriétés intéressantes de la trajectoire de la Lune. Au passage, l'aire de l'ellipse, c'est pi fois a fois b. C'est quelque chose qu'il faut savoir, puisqu'on va en avoir besoin un peu plus tard quand on va calculer la période de révolution autour de la Terre par la Lune. Alors si on reprend la fonction r de θ, qu'on a vu précédemment, donc on a dit r de θ, c'est c2 sur g grand M divisé par 1 plus k2c2 sur g grand M fois cos θ, avec c, notre constante des airs, qui vaut toujours r2 oméga. Eh bien, pour θ égale 0 et θ égale pi, on tombe sur les deux rayons mini et maxi. Et du coup, avec les formules vues précédemment, l'excentricité, c'est k2c au carré sur g grand M. Ça nous permet de retrouver bien sûr que R mini plus R maxi, ça fait 2e sur k2 facteur de 1 moins e au carré, c'est-à-dire 2a. Bon, ça, on s'en doute bien. Mais que surtout A, on peut le calculer comme étant E divisé par K2 facteur de 1 moins E2. Et avec B2 qui vaut A2 moins E2 A2, eh bien, on va arriver à la conclusion que 1 moins E au carré, ça fait B2 sur A2. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, on peut en sortir la valeur de A, qui vaut C2A2 sur G grand M sur B2. Et donc B au carré, qui vaut AC au carré sur G grand M. Alors si on veut calculer du coup la deuxième loi de Kepler sur un tour complet, T étant la période, c'est-à-dire le temps en secondes qu'il faut pour faire un tour complet, la surface de l'ellipse c'est pi fois AB, mais c'est égal à C sur 2 fois T, le fameux intervalle de temps dont on a besoin pour faire un tour. Par la loi des airs, on va arriver à la conclusion que la période de révolution, T, elle vaut 2 fois pi fois A fois B divisé par C. Si on met tout ça au carré, ça va nous donner que T au carré est égal à 4 pi carré fois A2 fois B2 divisé par C2. Autrement dit, ça va nous faire 4 pi carré fois A2 sur C2 fois AC2 sur G grand M. Ça, c'est très intéressant parce que du coup, on peut écrire ça un petit peu différemment. C'est-à-dire que T au carré, ça fait 4 pi carré sur G grand M fois A au cube. Du coup, en divisant par A au cube sur le membre de gauche, on va arriver sur la formule qui s'appelle la troisième loi de Kepler, c'est-à-dire que T2 sur A3 égale 4 pi carré sur G grand M. Donc là, on est en train de démontrer tout simplement que le mouvement elliptique proposé par toutes ces équations
nous montre que le carré de la période de révolution, hein, pour faire un tour, divisé par le cube du grand axe, en l'occurrence du demi-grand axe, hein, eh bien c'est égal à 4 pi carré sur G grand M, c'est-à-dire que c'est constant. T2 sur A3 égale constante pour n'importe quelle planète qui va tourner autour de son astre principal selon les lois de Newton. Donc T2 sur A3 égale constante, égale 4 pi carré sur G grand M, c'est la troisième loi de Kepler que nous venons de démontrer ici en utilisant la propriété des ellipses en considérant le rayon mini et le rayon maxi. Alors ça c'est très important parce que ça va nous permettre de calculer des choses. À partir du moment où on est capable d'observer la période de révolution d'un satellite autour de son astre principal, eh bien on est capable tout simplement, grâce à cette loi, de calculer la distance à la planète en question. Alors, pas vraiment la distance, puisqu'on va trouver le demi-grand axe qui apparaît comme étant la moyenne entre le plus petit rayon et le plus grand rayon de la planète à son astre principal. Alors une dernière chose autour des lois de Kepler, si on regarde les conditions initiales, en t égale 0, qu'est-ce qui se passe? On indique en t égale 0, on se propose de dire que θ égale 0, c'est un peu comme ça qu'on a construit nos référentiels. R de θ, on a son équation, hein, c'est C2G grand M sur 1 plus K2C2 sur G grand M fois cos θ. R0, donc le rayon pour lequel l'angle est nul, bah, c'est 1 sur K2 plus G grand M sur C2. En posant V0 égale R0 oméga 0, c'est-à-dire θ.0, hein, V égale R oméga, hein, ça c'est quelque chose qui est connu, on va trouver que V0 c'est C sur R0. Et donc ça va pouvoir nous permettre de calculer la constante, la fameuse constante des R. Et on va pouvoir dire que C c'est V0 sur K2 plus G grand M sur C2, ce qui va nous donner K2. Donc K2, la constante, hein, je vous rappelle, qui était sortie de la résolution de l'équation différentielle qu'on avait obtenue au début. Alors, du coup, ça fait K2 égale R0 V0 carré, moins G grand M, le tout sur R0 V0. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que plus le terme R0 V0 carré se rapproche de G grand M, plus K2, la constante, va tendre vers 0. Si elle tend vers 0, quand on regarde un peu où est-ce qu'elle est dans l'équation de R de θ, eh bien, on va comprendre que R de θ va se rapprocher d'une valeur constante, c'est-à-dire que l'influence du cosinus va devenir de plus en plus petite. Bon, bah, R qui se rapproche d'une valeur constante, on va se retrouver sur un mouvement circulaire. Et du coup, on a vu que s'il était circulaire, de plus en plus, il est uniforme. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça pose la question des conditions initiales, quoi. Donc, il faut qu'on ait une certaine vitesse initiale pour que tout ça fonctionne. Bon, voilà. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant à remarquer, cette question des conditions initiales. Alors pour la suite, ce que je vous propose de vous montrer, ce sont des simulations de mouvements elliptiques ou circulaires sur GeoGebra à partir de différentes possibilités d'excentricité. Vous allez voir que c'est assez intéressant, ça fonctionne assez bien et ça permet un peu d'expliquer le comportement des ellipses. Alors ici, une animation GeoGebra qui montre alors bien sûr l'équation de l'ellipse pour une configuration donnée hein, d'ellipse avec donc une excentricité qui n'est pas nulle et les calculs de distance entre le point M, les deux foyers, la somme des deux et les paramètres de l'ellipse correspondants. On va faire la même chose sur un cercle. Donc lorsqu'on prend une excentricité nulle, hein, c'est-à-dire que les deux foyers sont confondus en un point qui est le point O, qui va du coup être l'origine du repère,
on va trouver quelque chose de beaucoup plus classique, hein, le mouvement circulaire uniforme d'un solide sur un rayon constant. Ici, un exemple d'application numérique. Hein, pour le coup, on va pouvoir calculer assez facilement la distance de la Terre à la Lune à partir de la troisième loi de Kepler. Comme on connaît la période de révolution de la Lune autour de la Terre, donc à peu près 27 jours, hein, multiplié par 86 400 secondes dans un jour, ça va nous donner le nombre de secondes qu'il faut pour faire un tour. Ensuite, la constante de gravitation universelle qui est connue, la masse de la Terre qui vaut à peu près 6-10 puissance 24 kg. À partir de là, on peut faire une approximation de la distance Terre-Lune comme étant du coup petit a, hein, c'est-à-dire la moyenne entre le rayon mini et le rayon maxi. Et on va trouver quelque chose qui va être de l'ordre de 380 000 km, qui est la distance effectivement calculée, mais aussi mesurée, par exemple par triangulation. Alors pour les élèves de terminale qui auront peut-être eu quelques difficultés sur les calculs que nous venons de voir, on peut simplifier bien sûr tout cela en considérant dès le départ que notre rayon est constant. Alors ça va avoir quoi comme conséquence? Alors au niveau des calculs de dérivée des vecteurs n et t, hein, les vecteurs de la base que l'on a choisi sur la Lune, ça ne va pas changer grand-chose. Par contre, quand on va calculer le vecteur vitesse du point M et le vecteur accélération, il va y avoir des simplifications liées au fait que la dérivée de R et sa dérivée seconde sont nulles. Ça va nous donner du coup des termes nettement plus simples. Et en particulier l'accélération qui va être sur la partie normale, donc une accélération centripète, donc ça c'est un résultat qui est connu, hein, en R oméga 2. Et puis sur la partie tangentielle, eh bien, cette accélération elle est forcément nulle, pour la même raison que celle qu'on a vue précédemment, hein, c'est que quand on va projeter la relation vectorielle de la force de gravitation universelle sur les deux axes, il y a forcément la composante tangentielle qui est nulle et qui va imposer une composante tangentielle d'accélération nulle également. Donc on va avoir un θ point point nul, θ point point, donc c'est la composante de l'accélération sur le vecteur tangentiel, ce qui veut dire que par intégration, θ point, c'est-à-dire oméga, c'est-à-dire la vitesse angulaire, est constante. Et donc le fait d'avoir décidé que le rayon était constant, ça va nous imposer une vitesse angulaire constante, et donc nous amener dans un mouvement circulaire uniforme. Du coup, la loi de Kepler numéro 2, hein, la loi des airs, elle est absolument évidente, puisqu'on a un mouvement circulaire uniforme. Alors ensuite, en posant t égale 2pi sur oméga, le temps qu'il va falloir pour faire un tour, qui est donc la période de révolution, va nous permettre d'arriver exactement au même résultat sur la troisième loi de Kepler, sauf que cette fois-ci, c'est pas A, le demi-grand axe qu'on va avoir dans la formule, mais R, puisque dans la configuration cercle, les deux foyers sont confondus, donc F égale F', et donc notre rayon, il part bien du point O qui est confondu avec F et F', du coup c'est beaucoup plus simple, et on va avoir un T2 sur R3, cette fois-ci, et non pas un T2 sur A3, qui va être égal par contre à la même chose, c'est-à-dire 4 pi carré sur G grand M. Voilà, donc ça ce sont des choses qui sont couramment demandées hein, d'ailleurs dans les épreuves du baccalauréat pour les élèves qui ont choisi l'aspect physique par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse bien sûr la possibilité de faire retour en arrière et de regarder un peu dans le détail les passages un petit peu délicats. Et bon, pour conclure, on voit bien que à partir de finalement peu de choses, hein, le principe fondamental de la dynamique, la loi sur la gravitation universelle et quelques outils mathématiques, on arrive à redémontrer les trois lois de Kepler, qui sont les trois lois qui régissent grosso modo l'univers, hein, puisque dès qu'on va avoir une planète ou un objet quelconque en rotation autour d'un astre principal, tous les mouvements vont être régis de la même façon par ces lois-là. Donc c'est ça qui est assez incroyable dans ces équations.